Bonjour à tous, et c'est parti pour une restitution de cette fresque du numérique. Alors pourquoi le numérique? Le numérique nous permet de mieux répondre à des besoins qui vont être communiqués, partagés, calculés, se divertir, optimisés. Pour tout ça, on va utiliser des équipements. On pense d'abord aux smartphones, aux ordinateurs, mais c'est aussi plein d'autres objets, des télés, des imprimantes, des objets connectés, etc. Au total, c'est 34 milliards d'équipements utilisateurs qui sont en service sur Terre environ. Utiliser ces équipements implique de se connecter à Internet, et on peut voir ici que le trafic Internet augmente plutôt de manière exponentielle. Et puis, l'essentiel de ce trafic, c'est de la vidéo. Mais Internet, ce n'est pas qu'un concept, c'est aussi du matériel très concret, très réel. Donc, d'un côté, des infrastructures réseau et de l'autre, des data centers ou centres de traitement et de stockage des données. Donc, équipements utilisateurs, infrastructures réseau et data centers vont consommer de l'électricité quand on les utilise. Et on peut voir ici sur ce camembert que ce qui consomme le plus d'électricité dans la phase d'utilisation, c'est les équipements utilisateurs, tout simplement parce qu'il y en a beaucoup plus en ordre de grandeur. Au niveau mondial, deux tiers de l'électricité produite est produite à base de charbon ou de gaz, donc d'énergie fossile, mais on y revient un petit peu après. Donc on a vu ici la phase d'utilisation, mais on doit raisonner en cycle de vie, et tout ce qu'on utilise, il faut au préalable le fabriquer. Donc on va fabriquer les infrastructures réseau et les data centers, et puis on va aussi fabriquer les équipements utilisateurs. Et on peut voir dans ces cas en vert que c'est de loin les équipements utilisateurs qui ont la plus grande empreinte. En fait, leur fabrication va consommer 30% de toute l'énergie consommée par le secteur du numérique et va consommer les trois quarts de toutes les ressources du secteur du numérique. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y en a vraiment beaucoup en ordre de grandeur et parce que ces terminaux vont durer moins longtemps. Il y a en effet plus de problèmes d'obsolescence dans le matériel utilisateur que dans le matériel industriel. Derrière chaque objet fabriqué, il y a la notion de sac à dos écologique. Donc, par exemple, pour un ordinateur de 2 kg, il aura fallu mobiliser de l'ordre de 800 kg de ressources. Ce sac à dos écologique existe pour tous les objets fabriqués, mais il est particulièrement élevé pour les objets high-tech. Donc, la fabrication de tout ce matériel nécessite beaucoup d'énergie et beaucoup de matière. On a vu qu'il fallait des énergies fossiles pour produire l'électricité consommée dans la phase d'utilisation. Il en faut aussi pour la phase de fabrication. Donc, utilisation et fabrication du numérique vont consommer des énergies fossiles. La combustion de ces énergies fossiles émet du CO2, qui est un gaz à effet de serre. Aujourd'hui, le numérique est responsable d'environ 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Alors 4%, ça peut paraître assez peu, mais c'est déjà plus que l'aviation civile mondiale. C'est à peu près du niveau de la flotte mondiale de camions. Et ce qui est surtout inquiétant, c'est que c'est une augmentation continue et rapide dans un contexte où on devrait baisser nos émissions. C'est une des dernières industries qui continue d'augmenter aussi fortement son empreinte carbone. Ces émissions de gaz à effet de serre contribuent à leur tour au dérèglement climatique. Donc, après le sujet énergie, regardons le sujet matière. Fabriquer du numérique demande aussi beaucoup de ressources naturelles hors énergie fossile, donc principalement des métaux. Il y a plus de 50 métaux dans un simple smartphone, des métaux communs, des métaux précieux, des métaux rares. Les métaux rares ne sont pas rares au sens premier du terme, ils sont diffus, c'est-à-dire qu'ils sont présents dans pas mal d'endroits, mais en très faible concentration dans la croûte terrestre. Ces ressources, l'énergie fossile et les métaux, on doit les extraire de la croûte terrestre, puis les raffiner. Pour cela, on utilise ce genre de machine démesurée. Donc ça, c'est la plus grosse machine terrestre construite par l'humanité à ce jour, donc 15 000 tonnes et 220 mètres de long. Si vous mettez un humain devant, il fait à peu près un tiers de la hauteur des chenilles. Euh, Elle peut sortir de terre environ 240 000 mètres cubes de minerais par jour. Donc celle-ci, elle sert pour des mines de charbon en Allemagne, mais des machines tout aussi démesurées peuvent servir pour les mines d'or, mines de cuivre et autres. Donc pour obtenir un kilo de cuivre présent dans vos smartphones et ordi, il faut sortir environ 150 kg de minerais de la croûte terrestre. Pour 1 kilo de métal rare, il faut plutôt sortir plusieurs tonnes à plusieurs dizaines de tonnes de minerais de la croûte terrestre. Cette extraction et ce raffinage sont des procédés qui demandent beaucoup d'eau douce et une grande partie des mines se trouve dans des endroits où il n'y a pas assez d'eau douce ou trop peu d'eau douce, ce qui crée des problèmes de stress hydrique et de compétition pour l'usage de l'eau. Cela demande aussi d'utiliser de grandes quantités de produits chimiques et va générer des sous-produits indésirables qui peuvent engendrer des problèmes de pollution locale des sols, de l'eau et de l'air. Enfin, toutes ces ressources sont extraites de la croûte terrestre, donc de la Terre, c'est-à-dire d'un stock qui est fini, et du coup, des pénuries de ressources sont à prévoir. Alors concrètement, ça ne veut pas dire que ce sera Mad Max et qu'il n'y aura plus rien du jour au lendemain, mais plus on avance dans le temps, plus les concentrations des gisements s'affaiblissent. Donc je disais tout à l'heure, par exemple, que pour 1 kg de cuivre, il faut sortir aujourd'hui 150 kg de minerais. Mais il y a un siècle, il fallait sortir seulement 40 kg de minerais. Donc comme dirait Jean Covici, c'est un peu comme quand vous ramassez les œufs à Pâques dans le jardin. Vous allez d'abord trouver les œufs les plus gros et les œufs les moins bien planqués.
Et puis, plus le temps passe, plus vous allez trouver les œufs les plus petits et les œufs les mieux planqués. Eh bien, c'est pareil pour le cuivre, pour l'or, pour le pétrole. En fait, tout ce qui était facile à récupérer, on l'a récupéré au début. Et puis, plus le temps passe, plus il nous reste ce qui est difficile à récupérer. Donc, en clair, plus le temps passe, plus l'extraction de ressources se fait avec un coût énergétique, écologique et financier important. Ces pénuries peuvent conduire à des flambées de prix et des manques de ressources peuvent créer des manques de ressources pour fabriquer du nouveau matériel. Cela peut engendrer des ruptures de continuité de certains services. Et en fait, ça ne veut pas juste dire des pages web qui ne marchent pas, puisque beaucoup de choses reposent sur le numérique. Ça peut aussi vouloir dire des problèmes sur les services de paiement, services d'urgence, services de transport, etc. Et puis, ces pénuries de ressources peuvent aussi engendrer des tensions géopolitiques. Les métaux sont de plus en plus stratégiques et ils sont un peu en train de devenir le pétrole du XXIe siècle, en quelque sorte, en termes d'enjeux géopolitiques et de conflits. Donc, tout ce que nous utilisons, il faut le fabriquer, mais tout ce que nous utilisons finit aussi à terme par devenir un déchet électronique. La vitesse avec laquelle il devient un déchet électronique est accélérée à la fois par des mécanismes d'obsolescence technique, psychologique, des mécanismes d'obsolescence technique, matérielle, mais aussi logicielle, et puis des mécanismes d'obsolescence psychologique dans nos têtes, qui jouent un très grand rôle aussi. Donc, par exemple, un ordinateur qui avait une durée de vie de 11 ans en moyenne dans les années 80 a aujourd'hui plutôt une durée de vie de 4 ans en moyenne. On va aussi stocker des équipements fonctionnels dans les tiroirs pour que ça puisse resservir au cas où, hein, mais si vous ressortez aujourd'hui un Nokia 3310 du placard, il y a peu de chances que vous le remettiez en service. Ces équipements deviendront souvent donc des déchets après quelques années de stockage. Une fois que c'est un déchet électronique, que se passe-t-il? Donc, dans le meilleur des cas, ils vont être collectés pour entrer en filière de recyclage. Au niveau mondial, c'est environ 17% des déchets électroniques qui sont collectés pour entrer en filière de recyclage. À niveau français, on est plutôt autour de 50%. Mais là, en fait, mauvaise nouvelle, même si ces déchets sont correctement collectés, le recyclage fonctionne très mal. Sur ce qui est collecté, une part ne va pas pouvoir être traitée par les installations de recyclage, et sur ce qui est effectivement traité, on va pouvoir récupérer seulement une petite partie de la matière. En fait, la majorité de la matière ne peut pas être recyclée et va donc ressortir pour aller en incinération ou enfouissement, ou en enfouissement. On ne peut pas récupérer un tout, loin de là. Pourquoi? Parce que dans un équipement, il y a plus de 50 métaux différents, des alliages, des plastiques, des céramiques, beaucoup de choses en petite quantité. C'est très complexe de séparer tout ça. C'est un peu comme si on prenait une ratatouille et qu'on voulait séparer les tomates à l'intérieur. Donc, en fin de compte, entre un faible taux de collecte et un faible taux de recyclage, c'est seulement quelques petits pourcents de la matière du numérique qui est effectivement recyclée. On est très loin de la belle boucle infinie. Et puis en bonus, pour cette petite partie de la matière effectivement recyclée, il y a d'autres limites au recyclage. La matière perd souvent en qualité dans le processus. Elle ne se recycle pas, mais se décycle. Et puis, le recyclage est une industrie comme les autres qui consomme énergie et matière. Une part des déchets va aussi aller directement en enfouissement ou en incinération, donc via les filières réglementaires de traitement des déchets. Mais la majorité des déchets électroniques vont connaître ce sort-là. Ils vont être exportés illégalement et finir en décharge sauvage, ou, comme on peut voir ici, des travailleurs vont pouvoir récupérer une petite partie de la matière, du métal, pour le revendre. Donc sur cette photo, c'est à Bogloshi au Ghana, une des plus grandes décharges sauvages de déchets électroniques au monde. Donc nous avons vu qu'il y avait une phase de fabrication, une phase d'utilisation et une phase de fin de vie. On a vu aussi que le numérique contribue au dérèglement climatique et aux problèmes d'épuisement de ressources. On va maintenant voir les autres conséquences en fin de course du numérique. Donc extraction et raffinage, fabrication et traitement en fin de vie vont générer des impacts sociaux et éthiques. Et puis, ces mêmes causes-là, d'extraction, fabrication et fin de vie, vont aussi créer de nombreux cas de pollution locale des sols, de l'eau et de l'air. Ces pollutions locales, ainsi que le dérèglement climatique, vont contribuer à la destruction de biodiversité. Ces pollutions locales génèrent aussi des problèmes de santé physique, et puis l'utilisation excessive du numérique vont générer des problèmes de santé mentale comme anxiété, dépendance ou troubles de concentration, notamment chez l'enfant, mais pas que. Pour synthétiser cette fresque du numérique en une phrase, il y a donc des infrastructures réseau, des data centers et surtout des équipements utilisateurs qu'il faut fabriquer, faire fonctionner et traiter en fin de vie. Tout cela engendre en fin de course des impacts sur le dérèglement climatique, les pollutions locales, la perte de biodiversité, les pénuries de ressources ou encore la santé. Pour conclure, voici un peu deux dernières cartes en quelque sorte méta. Donc, tout ce qu'on a vu n'est pas du tout en train de ralentir, c'est plutôt au contraire en train de s'accélérer.
parce qu'il y a plein de nouveaux usages qui arrivent ou qui sont arrivés ou qui vont arriver, comme la 5G, le véhicule autonome, les smart cities et en fait, on regarde en général cela comme quelque chose de green et de forcément positif et tout ce schéma arrive donc sans qu'on se pose forcément la question de l'équilibre entre les coûts humains et environnementaux d'un côté et les bénéfices humains et environnementaux de ces usages du numérique de l'autre. Et puis, nous misons en général beaucoup sur le progrès technique pour nous aider à réduire cette empreinte, mais naturellement, en fait, le progrès technique à lui seul ne permet pas de résoudre les problèmes, et cela à cause des effets rebonds. En fait, les gains d'efficacité prévus grâce aux innovations sont généralement compensés par une augmentation des usages et une adaptation des comportements. Merci à tous.